de la chasse, n'était plus appelée que la mère ou la chatte. Mais, injuste comme sont les dieux, Élise fondait devant le bébé chat qui lapait avec un bout de langue grosse comme un pétale, visitait passionnément la maison, se suspendait aux franges des fauteuils verts, déposait dans les fentes du parquet ses minuscules crottes, jusqu'à ce qu'un coup de balai bien appliqué lui apprit à son tour la division des espèces et des règnes, la supériorité des dieux sur le monde animal. L'autorité qui est le fondement de l'ordre 117-4. Le son des cloches s'attristait au fur et à mesure que passait la journée, allègre, vibrant avant le déjeuner, dans le ciel chauffé à blanc des matins quand Élise, attablée devant des monceaux de vaisselle, chantait, joignant le geste à la parole. Moi j'essuie les verres au fond du café, les bien trop à faire pour pouvoir rêver, mais d'une tristesse de glas quand le bleu épaissier de 7 heures s'affirmait au-dessus des maisons, prenait une prémonitoire teinte violette, et tirait par terre les ombres changées où se vautraient les chats, dans lesquels Élise dépliait un relax pour lire plus à son aise. Accroupie à ses pieds, coiffée d'un bob par mimétisme, la petite fille lisait un club des 5 d'Annie Blyton. Les chats jouaient avec des mulots, y enfonçaient voluptueusement leurs griffes. Un rose léger commençait à toucher les tuiles fêtières. Le soir, de clarté de jour, on allait arroser les roses du parterre. Elle se tenait très droite, très découpée, appuyée contre l'air immobile comme elle se serait appuyée aux parois d'un vase. La petite fille aidait à porter l'arrosoir. Pendant que l'eau coulait sur la terre sèche, les dieux faisaient l'éloge des roses. Ils vantaient pour chacune la qualité de son parfum, sa couleur qu'altérait un peu qu'approfondissait. On dit la transparence neutre qu'avait dans cette région, tout spécialement l'été, le crépuscule. Le monde est beau, les dieux voulaient que leur enfant en prenne la mesure. Ils lui faisaient remarquer des nuances tendres d'ongles, des rouges de caillots de sang, tirant sur le noir. Certaines étaient mousseuses, prêtes à se défaire, dilatées et informes, d'autres rondes et fermes, gorgées d'eau, avaient l'air troisième coquetiers en caoutchouc. Il lui montrait le soir, la paix, ce reste de jour dont s'éclaire la dernière heure du travail. Il lui montrait la lune, à cette heure, sur la peau du ciel encore bleu, on aurait dit la cicatrice, à peine visible, d'une brûlure. Chaque soir, en nous, maintenant, comme cette cicatrice, rien ne changeait de place, la lumière seule baissait. La petite fille, en short et en sandales, se grattait légèrement le cou, attendant que fût terminé l'ardent panégyrique. Parfois au même moment, de tendres couleurs roses commençaient à mouiller le ciel, le drame de l'univers se jouait dans les hauteurs. C'était comme si l'axe du monde avait peine chaussé, une douce et triste obliquité gagnait les ombres de la cour, les tiges des roses, leur reflet scrupuleux, imperceptiblement agrandi. On restait debout, avec l'arrosoir vide, et même la petite fille se grattant légèrement le cou sentait bien que les mots n'avaient pas suffi, que rien ne suffirait jamais. Alors, moitié pour faire plaisir, moitié déjà par comédie, pour faire état de son sens esthétique, sous le regard des dieux émus, elle prenait une inspiration, basculait en avant et se fourrait le nez dans chacune des coupes fraîches au doux parfum de fruits. Au coucher du soleil, elle essayait de sauter à pieds joints sur son ombre, mais c'était peine perdue. L'ombre était longue, élastique, avec des 119 jambes plates et disproportionnées comme celles d'Olive. Elle sautait avec clic et se cassait à angle droit sur les murs. Les rôdes sentaient le blé sec. La lumière rasée plus appuyée du couchant faisait ressortir le blanc de la façade sur laquelle les dieux qui mettaient le couvert pour le repas du soir profilaient leurs bras et leurs têtes comme les formes de Zeus, Héra et Déméter sur les amphores hellénistiques. Elle essayait, en repliant les doigts, de reproduire des têtes de faon, des oreilles de lapin, des gueules de crocodiles. Il va y avoir de l'orage, disait Élise. Je sens mon rhumatisme. Debout, à la fenêtre, dos tourné, impuissante devant la catastrophe, elle renfonçait machinalement une épingle glissée de son chignon. Le ciel devenait noir comme l'intérieur d'un puits. On entendait en l'air ce bruit de meubles qu'on déplace. Tu vas m'aider à rentrer des relax. C'est curieux, continuait Élise, ça me rappelle toujours la guerre, les bombardements. Il y avait sur les vitres de grosses mouches presque violettes. Les reflets sur les vases ou les poignées de portes en porcelaine se réduisaient à de très fins linéaments. J'ai peur, disait la petite fille. Ce n'est rien. C'est l'orage, c'est bon, ça donne à boire aux plantes, aux oiseaux, ça soulage. Et soudain, du ciel noir s'écrasait dans la cour, ajusté à leur cible,
visant la terre séchée. Société 121 Rille, 3 ou 4 grosses gouttes larges comme des larmes d'enfant. Un courant d'air fermait une porte. Les chats couraient de travers avec une drôle de dégaine souple. Les chats n'en menaient pas large, ils s'étaient coulés à l'abri de la cave. Lorsqu'une goutte touchait leur moustache, ils avaient l'air secoués par une décharge électrique. La petite fille sursautait parce qu'il y avait eu un éclair. « Viens mon lapin », disait Élise. « C'est de l'orage. » La pluie démouillait les murs, une grande douche fluide, elle rinçait le goudron de la route qui devenait de la couleur des pneus en caoutchouc. La pluie cognait sur le châssis de la véranda, noyait les vitres d'une pâte épaisse, coulait en robinettes des gouttières, répandait par terre les pétales de gloire de Dijon, de Sleeping Beauty. La petite cour devenait triste comme un cimetière. La pluie glissait sur le plastique cireux des grands arômes, sur les feuilles raides des hortensias. La terre sentait la chlorophylle, la rose mouillée, le bouillon de chou froid. La pluie rouillait les bicyclettes, faisait rouler de petits cailloux blancs et lisses. Les lointains du ciel devenaient mauve lilas. La pluie, discontinue, plus douce, ramollissait la reliure d'un livre oublié par terre, noyait dans une assiette ébréchée un quignon dédaigné par le chat. « C'est bon pour lui », disait Élise, « l'eau de pluie, il n'y a jamais rien eu de plus pur. » Des oiseaux se mettaient à chanter. Pendant longtemps encore, longtemps, lorsque le ciel se serait tari comme un linge bien tordu, comme lorsqu'Élise avait tordu la nappe trempée en une grosse tresse, des gouttes continueraient à tomber de partout, des branches, du toit. Vous glisserez dans le cou. La nature n'oublie rien, la nature met du temps, comme nous, à se calmer, à se remettre. Chaque goutte déposée grossissait le terme des fleurs, rappelant ces préparations de microscope dans lesquelles madame avait fait observer de grosses paramécies ourlées de cils, indécises, visqueuses. Alors, la petite fille mettait ses bottes en caoutchouc. Elle allait recenser les petits escargots à pâmes sur les murs, et tâter de l'index leurs antennes courbes, humides et molles comme des graines de soja d'œufs en maillot de bain. Elle sautillait sur la route, portant un ancien sac à main au fermoir constitué de 2 crochets de métal. Dans l'échancrure de son maillot, ronde comme une anse, le dos chauffé par le soleil devenait rouge, avec en son milieu les petits osselets saillants de la colonne. Toutes les 2 minutes, d'un geste machinal, la petite fille ajustait une bretelle et sautait en cadence. La liberté lui faisait l'âme légère, un cœur de Ouistiti. Elle rampait sous des fils de fer barbelés, cueillait des mûres en faisant attention aux épines, elle se les fourrait sur la langue. Le goût était celui de l'eau, sans plus, et parfois, leur jus sombre, répandu sur sa jambe ou sur un genou sale pouvait faire croire à une blessure. « Je saigne », pensait la petite fille. « C'est horrible. » Elle s'allongeait, fermait les yeux, n'osant pas voir, le visage renversé pour ne pas se laisser éblouir par la clarté du ciel. La même clarté éblouissante fourrait le centre des citernes. Elle y creusait des puits de vide. Peut-on saigner sans cicatrice ? Je suis morte. Un court instant, avec de grandes satisfactions, elle se représentait les dieux agenouillés autour de son cercueil, les dieux en larmes, les dieux en deuil, toutes leurs offenses vengées d'un coup. Avec peut-être sur cette tombe, ce genre de petit ange en porcelaine, dodu comme un baigneur, extrêmement décoratif, tenant une plaque, « À notre enfant chéri ». L'enfant chéri se regrettait, l'herbe lui chatouillait le cou, elle se redressait, s'asseyait à l'abri, actionnait délicatement les crochets dorés du fermoir, sortait du sac son appareil à faire des bulles. Elle plongeait le manche en plastique dans l'eau mousseuse, soufflait. Une membrane irisée tremblait comme une larve de chenille, de la clarté s'arrondissait tout autour. La bulle finissait par se détacher, flottait de travers vers avant d'aller crever sur une épine. Les vaches la fixaient de leurs gros yeux estéopides. Elle se déplaçait lentement sur le champ, buvait à la citerne, ombrait du mufle les parties claires de l'eau, allongeant le cou pour mastiquer au-dessus d'elle les feuilles de chêne et les jeunes glands verts pâles et durs. Pédiculés de plastique, les barbelés leur avaient laissé sur les oïls de grosses écorchures où se posaient les mouches. Sur certaines photographies noires et blancs, le ciel, à force de clarté, est pâle comme une taie. La petite fille, assise, avec son appareil à bulles, prise d'assez loin, peut faire penser à l'un de ces bergers joueurs de fifre dans les coins de paysages italiens campagne, statues de Pan, ruines de temples, vastes morceaux de ciel dont les nuages gonflés et cotonneux sont comme de aéronefs suspendus au-dessus des arbres.
Tout y est immobile, trois profitant des loisirs que lui donnait l'été, Monsieur Aubin photographiait inlassablement la campagne. Il collectionnait des échantillons de réalité. Il s'efforçait de différencier des moments qui, aux yeux d'ignorants, fussent apparus tous identiques, mais qui émerveillaient les habitants de la maison par leur spéciale intégrité. Il les reconnaissait, ils identifiaient les années à leurs impondérables millésimes, il se fiait à de toutes petites choses, la couleur d'un short, celle d'une robe, le degré de maturation d'un poirier, la tache noire sur le museau d'un chat, qui permettait de démêler le fil des généalogies, de se repérer dans cette immensité du temps sans forme. Ils aimaient les photographies de Monsieur Aubin. Rien ne leur était plus agréable que de se voir. Bon public, ils riaient de leurs propres grimaces, comme de celles de lions ou de singes. Ils se penchaient sur les photographies, pleins de tendresse, se disputaient quand ils faisaient des confusions. Leurs erreurs n'étaient jamais graves. La petite fille est photographiée devant la maison avec sa porte, toujours ouverte, laissant passer les courants d'air. Très souriante, elle tient à la main cette tartine, c'est un peu comme son attribut la flèche du dieu amour, les ailes de Mercure, la roue de Sainte Catherine. Elle pose parmi les dieux, en robe Vichy, dans un paysage bucolique, couché de soleil, a consigné Monsieur Aubin, dans son album. 7 heures du soir, elle est photographiée le jour de son mariage avec son fiancé, Thierry. Thierry porte sa casquette de marin toute neuve, à visière de plastique violet, la petite fille a le torse serré dans le jupon de mariée de tante Cécile. Un mètre de rideaux entortillés dans les cheveux, elle manie gracieusement son bouquet de pâquerettes. Bras dessus, bras dessous, le couple minaudant défile sous les applaudissements d'Élise et de quelques voisins. Elle est photographiée, apparaissant au même Thierry, en équilibre sur une pierre, toujours voilée du maître de rideau. La petite fille joignait les mains, proférait « Je suis l'Immaculée Conception, faites construire une basilique ». Thierry, coiffé d'une serviette éponge, s'était laissé convaincre d'accepter une figuration dans le rôle, mineur, de Bernadette. Mais il concevait sa contribution dans une perspective purement comique, et les modèles de sa composition étaient Buster Keaton ou Laurel et Hardy. D'ailleurs, sur une autre photographie, prise peu de temps après l'apparition, Bernadette Soubirous et la Vierge se pourchassent, jupon troussé, avec des pistolets à eau, signe d'un différend notable sur l'interprétation, 126 chaque fois qu'un moment méritait d'être conservé dans les mémoires. Monsieur Aubin le photographiait avec son appareil japonais. Grâce à lui, ces images subsistent. On voit la petite cour, le lilas dans un angle, les chats couchés en rond sur un appui de fenêtre, le carrelage odal géométrique, les branches cuivrées du lustre, qui ressemble à celui de l'atelier de Vermeer. On voit des choses blanches, des objets qu'on n'avait jamais aperçus, dont on avait perdu jusqu'au souvenir, et qui nous frappent. Oui, c'était là, comme ces guêpes mortes, miraculeusement embaumées, qu'Élise avait extraites du cassis de l'année dernière. 4 Monsieur Aubin photographie à Élise apportant la tarte aux poires du dimanche, sa spécialité, la pâte tiède, légèrement émiettée, toujours brûlée sur son pourtour, avait de fins dépôts de caramel, mais on sentait que ces brûlures, ces légères imperfections, précisément, seraient exquises, quelle ferait la spécificité de l'objet, savoureux mais humain une tarte maison. Élise la transportait de ses terres affairées, mal content qu'elle prenait pour masquer son orgueil, les mains emmaillotées dans les torchons de cuisine. On mangeait sous la véranda de jardin. La lumière qui passait au travers était éblouissante, elle brillait contre les parois à facettes des petits verres d'apéritif, sur les lames des couteaux à manches de corne spécialement démaillotés de leur papier de soie pour le repas dominical. Le beurre fondait en huile. La petite fille fermait les yeux, les membres lourds, couverts des roses marbrures de la chaleur. Elle entendait les voix baisser d'un ton, il fait trop chaud, elle dort, la rose du vase se défaisait, perdait lentement ses pétales, jonchait la nappe de lunule rouge comme les carreaux ou les cœurs d'un jeu de cartes. Et quelle figure nous promettait ce jeu pour l'avenir? Quelle dispersion de tout, quel inconsolable chagrin. Des guêpes pompaient ardemment le caramel des poires cuites et s'approchaient des joues rougies de la petite fille. Fais attention, des coups de serviette les écartaient. C'est dangereux, les guêpes, surtout quand on ouvre la bouche, la mâchoire enflée on étouffe, on peut mourir. Le venin monte au cœur. Par quel chemin? Tous les chemins mènent au cœur. Ce serait bête de mourir pour une cause aussi sotte.
on n'aurait que les yeux pour pleurer, après, disait Élise, coupant sa tarte, glissant la pelle sous la pâte encore tiède, soulevant une parte presque pieusement, vous m'en direz des nouvelles. Les cuillères remuaient le sucre dans les petites tasses en limoges la bordure dorée à l'or fin, à la place où, parfois, à la fin de certains déjeuners, par la plus grande des faveurs, on avait le droit de poser les lèvres. La porcelaine était si fraîche contre les dents, comme une pastille. Le modelé des doigts se voyait au travers 128 BR. Je pourrais mordre, pensait la petite fille. Ils n'auront que les yeux pour pleurer, après. Eldon, disait Ante le voix plus basse. Elle dort. Je sais qu'elle a encore grandi, disaient les voix. Viens ici. Mais c'est incroyable. Je me demande quand ça va s'arrêter. Combien de centimètres? Attends voir. Les mains ajustaient à son torse un mètre souple de couturière qui chatouillait. Du torse, les mains descendaient jusqu'aux genoux. Ceux-ci étaient cagneux, ornés de 2 croûtes symétriques au milieu desquelles une pellicule de sang moins sec, à peine coagulée, en cours de cicatrisation, donc extrêmement fragile. Présentait la luisance raffinée d'un rubis, la petite fille était tombée de bicyclette. 3 centimètres, disaient les voix. On ne peut plus suivre. Élise prélevait une épingle fichée dans la pelote de velours bleu de Prusse. Elle la pinçait entre ses lèvres. Reste tranquille, disaient les voix. Tourne-toi, tiens-toi droite. Si tu bouges, les mesures ne seront pas justes. Les mains ajustaient le tissu, du Vichy rose. La robe serait en Vichy rose, un nœud de même couleur décorait l'encolure. Un empiècement de broderie anglaise compléterait le tout, la taille serait à smock. Puis les manches étaient ajustées par des épingles aux épaules, de petits capuchons froissés. La petite fille tournait sur elle-même, raidée 129 411 milliards 111 millions 111 111 prudente, les bras tendus, une girouette, un vrai sapin de Noël, les yeux fixes. Attention, remarquaient les voix, ça va piquer. La robe naissait. Une moitié de jupe, accrochée à la taille, ressemblait à l'autre moitié, en papier crépon. L'informe était devenu la forme, le néant était devenu l'élégance. Une ligne d'épingle marquait l'emplacement provisoire de l'ourlet, au-dessus des décorations symétriques. Ferme la bouche, disaient les voix. Tout de même, je me demande si elle n'aurait pas les végétations, ou les amygdales. Tu devrais en parler au docteur, la faire examiner, ça s'opère. Regarde Stéphanie, je me demande si ça ne serait pas la solution. Stéphanie, ça l'a bien arrangé. Une solution, disaient les voix, l'opération. Attention, j'enlève les épingles, ça va piquer. Les manches étaient glissées le long des bras de la petite fille, déposées sur la table, comme 2 lanternes de crépon. Elle était à la lisière de la véranda, toute nue, dans la culotte petit bateau qui lui remontait à mi-ventre. Elle était pleine d'images barbares. Elle voyait des couteaux et du sang, elle voyait le poulet décapité duquel Élise, élargissant les orifices de la nature, extrayait ses glandes sombres, gélatineuses, que consommait Minet avec délectation. Mais les voix continuaient, que mettrait la petite fille cet hiver, avec ce processus qui n'en finissait pas, sa jupe écossaise serait beaucoup trop courte, il faudrait acheter de nouveaux tissus, des patrons. C'était très joli de grandir, ça donnait tout de même du travail. Travailler, toujours travailler, on a droit au repos pourtant. Mais pour les femmes, nettoyer, coudre, préparer à manger, laver, soigner les genoux, les gorges des enfants, il n'y a pas à dire, faisait remarquer Élise, il y a une injustice, à la base. Mais ferme donc la bouche là de Gisèle, disaient les voix, dans le regard. Je ne sais plus combien mesurait Gisèle, mais elle était plus grande que son mari. La photo de mariage en était ridicule. Pauvre Gisèle. Quelle drôle d'idée. Je me demande ce qui avait pu lui plaire chez Antoine. Les goûts et les couleurs, remarque. Depuis, disaient les voix, je ne cherche plus à comprendre, ça ne sert à rien de toute façon. La petite fille fermait la bouche, inspirait profondément par le nez, pour témoigner, mais un peu tard, du parfait fonctionnement de ses fosses nasales. Elle absorbait de l'oxygène avec courage. Son cœur battait normalement. Son torse clair sur lequel commençait à se dessiner en plus pâle le fantôme de son corsage, tatouage glorieux de l'été, se soulevait à intervalles réguliers. Ses genoux écorchés se présentaient au-dessous du crépon, légèrement en dedans, solides, malgré tout, faits pour durer.
Mais les voix avaient oublié l'opération, les dieux n'ont aucune persistance dans la pensée, ils oublient leurs promesses, ils oublient leurs menaces. Les dieux sont durs, inconstants et légers, les voix parlaient de gens qu'elles avaient connus autrefois, qui s'étaient mariés depuis, dont elles n'avaient plus eu de nouvelles. Des personnes qui 131 en avaient aimé d'autres alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison. Aucune raison, disait Élise. Passe-moi les ciseaux. Pour moi, c'est resté un mystère. Je n'ai jamais compris ce qu'elle lui trouvait. Il avait des années de plus qu'elle. Tout le monde le lui avait dit, tout le monde l'avait averti. Gisèle, les gens sont fous. Des révélations sont en cours. La petite fille prend un air dégagé. Comme dit Élise, elle fait l'âne pour avoir du son. Elle ouvre même encore un peu la bouche, comme un jeune chien. Elle lappe le lait nourrissant, le lait amer. Moi, il aurait fallu me payer, dit Élise. Et encore. Moi, heureusement, j'ai toujours eu les pieds sur terre. Alors, admirable d'insensibilité, de grandeur inhumaine, Élise, celle qu'il aurait fallu payer, tirait sur un fil de bâti, approchait lentement les ciseaux, louchait et coupait sec. Elle n'a eu que les yeux pour pleurer, reprenait-elle, définitive. Et tout ça pour un homme. Élise hausse les épaules devant tant de sottises. La dame frémit. Les femmes de la famille n'aimant pas les hommes. Élise préfère les chiens. C'est plus fidèle. La dame préfère les fleurs. C'est plus décoratif. La petite fille gratte longuement sur son coude un bouton de moustique. Le bouton gonfle, forme une pustule rose, presque aussi grosse que son nombril. Il y a des jours où on ferait beaucoup mieux de ne pas sortir de chez soi, continuait Élise avec philosophie. Note bien, si on savait, mais on ne peut 132 pas savoir. Alors, de toute façon, les astres, je n'y crois pas, ni les lignes de la main. Même Dieu, osait Élise, hardi. Il y a des jours où on se demande. Un ange consterné passait dans le silence, il n'y avait aucun bruit, les bourdons paraissaient léviter dans les fleurs. Ils s'élevaient comme des ballons jusqu'au bord des calices, y adhéraient de toute leur substance gloutonne, comme nous voudrions parfois, nous aussi, adhérer de toute la substance du corps aux instants, à leur évasive richesse, au corps de ceux que nous aimons, aux souvenirs. Et la petite fille attendait, désœuvrée, suspendue. Elle entendait le reniement d'Élise, le blasphème. Même Dieu. La petite fille a mal au cœur. L'ombre est venue à cause du mur. Le soleil est passé derrière. On dirait que le monde est vide. Elle a eu tort. Elle a franchi la ligne, l'invisible frontière. Elle est allée un peu trop loin, parmi les femmes, pressée contre elle. Quand on se frotte aux mères, on est toujours puni. C'est à propos, faisait remarquer une des voix. Il est, va chercher ta tartine 4 heures. Elle parlait de bébés très mignons, des contemporains de la petite fille, plus jeune, donc nécessairement plus mignon, encore dans l'inconscience, dans l'innocence, alors qu'elle savait bien ce qu'elle voulait, déjà, des bébés, ses rivaux et ses adversaires, des bébés qui faisaient leur premier 133 sourires, extrêmement sages, pleins d'appétit, buvant d'énormes quantités de lait. Suivez mon regard, va chercher ta tartine. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quand on les apportait à la maison, les cousins de la petite fille, elle les embrassait sur le front, sur le ventre, dans le creux du nombril, et elle les chatouillait. Bonjour monsieur, bonjour madame, guili guili. Elle soutenait la nuque à 2 doigts. Elle respirait l'odeur des couches, tandis que la petite fille les observait de loin, médusée, haineuse, jalouse. Quand des bébés entraient dans la maison, rien ne pouvait les retenir. Elle n'avait plus aucune mesure. Je me demande, disait-elle, perplexe, jubilatoire, je me demande si le chéri n'a pas fait caca. Elle défaisait les boutons pression, elle dépliait solennellement la couche, la brandissait. C'était bien ça. Elle l'avait deviné. Elle dévoilait les fesses, violâtres, comprimées, macérées dans l'ordure, veinées de marbre rose comme des chipolatas. Oh le chéri, susurrait-elle, vilain monsieur, le vilain sale. Il n'était pas à l'aise, ce pauvre bébé-là. L'immonde bébé révélait une anatomie de mannequin. Quelle heure disaient les voix? Vraiment? Si tard? Je n'ai pas entendu sonner. Le temps passe, on ne s'en aperçoit même pas. Les voix auraient aimé que certains moments durent, même des moments très simples, des moments apparemment vides, que tout reste, simplement comme c'était, en l'état. Il ne faut pas trop en demander, qu'on soit tranquille, qu'on puisse se reposer un petit peu et s'asseoir comme aujourd'hui, du beau temps et de la lumière. L'été,
Surtout pas de pluie, disait Élise, je déteste la pluie. Des poires plein le jardin, j'aime tant les poires. Je pourrais manger le jardin entier, les poires, à la saison, je ne m'en lasse pas. Regardez ce qu'on a, prendre son temps, ça passe si vite. On ne va jamais au bout de rien, on a cette impression. Pourtant, d'un sens, tout de même, au bout, on y arrive. C'est ça le pire. Tu vois, disaient les dieux, je ne demande pas grand-chose, cette maison, ça me suffit, ce jardin, et rien d'autre. Peut-être même aucun enfant, c'est une fatigue, et qu'on me débarrasse des chats, c'est trop de soucis, c'est toujours à courir. Les chats, ça n'aime personne, faisait remarquer Élise, en fusillant du regard minable aux uns et deux, qui, au fond de la cour, inconscients et oisifs, contents d'être en famille, se léchaient les tétines. Parle-moi des chiens, un chien qui perd son maître, ça va jusqu'à mourir. Les hommes, à côté de ça. Au bout de quoi demandait la petite fille. Au bout de rien. Va jouer, disaient les voix divines. Tu ne vas pas rester toute la journée en slip. Fais ton cahier de vacances. Va voir ton fiancé. Occupe-toi. Ne pose pas toujours des questions stupides. La petite fille jouait devant la maison avec son fiancé, Thierry. Il s'occupait. Il se présentait leurs mains rondes, fermées, l'intérieur tourné vers le sol. Il les offrait ainsi en tremblant légèrement tant l'intensité du jeu était grande. L'une des mains était vide. L'autre main contenait un caillou. Il serrait le caillou fortement dans le creux chaud et mou des paumes, comme une perle dans une huître. Et ils hurlaient, perdus. Ou alors, ils expérimentaient des supplices. Ils se tordaient mutuellement les poignets jusqu'à former sur la partie la plus sensible, sur les petits os saillants de l'articulation, une fine rayure rouge, délicate ciselure liée à la compression des chairs, comme un bracelet physiologique. Ou bien, variante de la même expérience, ils se serraient le poignet avec un élastique. Ils souffraient en serrant les dents, ils observaient les résultats, calculaient leur degré de résistance, et comparaient. Ils se racontaient des histoires d'assassins, des histoires de fantômes, des histoires de voleurs. Le vie était palpitante, à les entendre. Ils commentaient ensemble les photos de John Fitzgerald. Ils parlaient de l'Amérique. Ils discutaient. Leurs jambes s'ornaient des raflures pâles et de croûtes séchées, qui chatouillaient, et qui se détacheraient bientôt lorsqu'ils seraient guéris, tomberaient dans la nature comme des pétales de fleurs, libérant une parcelle de peau neuve, stérile, d'un rose vif, poussée là, à l'abri de l'air, une vraie peau de bébé. Ils passaient de longs moments à scruter leurs genoux, pleins d'intérêt pour ces métamorphoses, ils se régénéraient. C'était eux, et pourtant rien de ce qu'ils étaient ne serait conservé. C'était l'été. Pourtant rien de cet été ne devait se survivre. Ils battaient tous les deux des jambes contre la marche de ciment sur laquelle ils étaient assis côte à côte. Leurs fesses étaient pareillement gelées car la marche était froide. Ils parlaient d'eux-mêmes sans aucune mesure, ils s'épataient. Les risques qu'ils avaient courus étaient extrêmes. Les notes qu'ils avaient eues étaient sublimes. Des dieux, voilà ce qu'ils étaient. De futurs dieux, en toute simplicité, mis à part le calcul. Pour se mettre en vedette, la petite fille récitait à Thierry son grand succès, le lac d'Alphonse de Lamartine. Assez de malheureux ici-bas vous implore, disait la petite fille, battant allègrement la marche au rythme de l'alexandrin. Y dit à cette nuit, soit plus lente, et l'aurore, pendant qu'elle récitait, Thierry, viril et consenu, peu sensible à la poésie, s'occupait les mains le front plissé comme Kirk Douglas. Du canon de 137 son pistolet à eau, il visait les pétales de gloire de Dijon, ou de Sleeping Beauty, des pétales qui se détachaient par instants, alourdis et séchés, soudain privés de leur attache avec le cœur vital. Framant soyeux et presque sans substance d'un vêtement d'arlequin, mais les roses restaient vivantes, elles se refémoraient doucement à l'humidité de la nuit. Thierry visait Minet numéro 1 accompagné de Minet numéro 2, son fils. Un chat dans l'âge ingrat, dans l'âge de transition, ayant déjà perdu les charmes de l'enfance. Minet numéro 2 ne jouait déjà plus. Méfiant et circonspect, maigri par sa croissance, il se nettoyait le museau et les surveillait de loin, désœuvré, vaguement méprisant, car il savait que ces hommes en réduction n'avaient aucun pouvoir sur sa pâtée. Éternité, néant, passé, sombres abîmes, clamait la petite fille, que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez, nous rendrez-vous ces extases sublimes de chaque fois que les dieux voulaient sortir de la maison, leurs jambes heurtaient les fiancés. En effet,
Par une inconséquence ou un caprice sur lesquels Élise se permettait d'attirer l'attention, les fiancés étaient toujours assis dans les courants d'air ou dans les jambes, entre tous les endroits où ils pouvaient s'asseoir, ce qu'elle recommandait avec un peu d'énervement, les endroits pratiques pour tout le monde, meilleurs pour la santé, comme par un fait exprès les fiancés choisissaient le pire. Ils étaient dans les jambes